Nyamuguzi wakaramokani Nyamuzinda Nungerewani Dajombulire Chigone Chiguma Anampeke hofu Namejide Somunde Anamese Nyamuzinda Nungerewani Nyamuguzi wakaramokani Chers parents et bienfaiteurs, nous vous saluons dans la paix du Christ. Nous, vieux et vieilles de la paroisse de Kachofu, village d'Alangwa, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre village. Et nous disons grand merci pour votre visite et votre amour que vous avez envers nous. Nous vous supplions en plus que ça ne soit pas la dernière fois d'arriver chez nous. Je dis et je vous remercie. Merci. La République démocratique du Congo, ancienne colonie de la Belgique, devenue indépendante en 1960, représente une superficie équivalente à 4 fois la France et à 80 fois la Belgique. Parmi toutes les provinces de la RDC, l'une d'entre elles va retenir toute notre attention, c'est le Sud Kivu et sa ville principale, Bukavu. Le Sud Kivu a une superficie de 65 000 km², soit un peu plus du double de la Belgique, et compte environ 6 millions d'habitants. Bukavu est située sur la rive sud-ouest du lac Kivu. Cette région, surnommée Petite Suisse du Congo durant la période coloniale, était un lieu de villégiature très prisé des colons belges et les secondes résidences étaient nombreuses. Aujourd'hui, cette région assez riche présente un visage de dégradation importante, dû notamment aux nombreux conflits et à un manque d'entretien minimal. Les routes de terre rouge sont pleines de trous et de bosses. La circulation y est anarchique, chacun se faufilant comme il le peut. Dans notre voiture, nous sommes cahotés d'un côté à l'autre. Une foule importante circule le long des rues de Bukavu. La propreté le long des chemins n'est plus de mise et de nombreux déchets traînent ça et là. La population de la RDC respire la jeunesse. Une personne sur deux a moins de 15 ans. Une majorité d'enfants est scolarisée, en théorie, et nous avons pu rencontrer sur les routes et chemins de nombreux élèves, souvent en uniforme de couleur bleue et blanche. Nous avons vu des classes surpeuplées, où il n'est pas rare de voir assis sur un même banc 4 ou 5 élèves dans un décor scolaire très dégradé. Ce qui nous a frappés, ce sont ces nombreux élèves le long des routes à toute heure de la journée. L'explication en est assez simple. Face à cette surpopulation, certains fréquentent l'école le matin, d'autres l'après-midi. L'école est également un monde qui laisse apparaître les gros problèmes financiers vécus en RDC. Les enseignants ne sont pas toujours payés et des enfants sont parfois renvoyés de l'école car les parents n'ont pu s'acquitter de l'un ou l'autre paiement exigé. Dans ce monde difficile, les élèves sont souvent motivés et disciplinés et laissent exprimer bruyamment leur joie dès que la cloche de la récréation a retenti. L'habitat est très dégradé. Bien des familles doivent se contenter de cahutes faites de torchis et de toits de tôle de très mauvaise qualité, laissant passer la pluie. Dans de telles conditions, les risques de maladie sont bien réels. Heureusement, il ne pleut pas lors de notre passage, car le déplacement, déjà difficile par temps sec, devient scabreux sur le sol humide et glissant. À la saison des pluies, quand les averses sont particulièrement violentes, il n'est pas rare qu'il y ait des effondrements de terrain, emmenant avec eux l'une ou l'autre habitation. Lors de notre visite guidée au centre de Bukavu, nous avons pu nous rendre compte de ce que fut l'aménagement de cette ville à l'époque coloniale. Habitation respirant l'art nouveau de nos années 30,
larges avenues bordées d'arbres aux trottoirs bien larges, électricité transmise par des câbles souterrains. Bref, tant d'aménagements prouvant un développement bien en marche en ce XXe siècle. Mais les guerres fréquentes, les pillages et le manque d'entretien ont hélas modifié le visage de cette ville. Aujourd'hui, la végétation bordant les magnifiques avenues ombragées a disparu. Les câbles électriques, à l'origine en sous-sol, sont maintenant aériens. Les trottoirs sont saccagés par le vol des dalles posées à l'époque coloniale et des enfants y jouent, pieds nus, tapant sur un ballon de leur fabrication fait de plastique et de vieux chiffons. La construction de nombreux bâtiments est inachevée. Seul le rez-de-chaussée est opérationnel. Et que dire du danger que représente ce manque d'entretien élémentaire dans des lieux tellement fréquentés? La visite de M. Bobéro, située un peu plus loin, nous a fortement marqués. Si la précarité y est omniprésente, nous avons quand même pu constater que des valeurs humaines, telles la débrouillardise ou la joie de vivre, y sont bien présentes. La population est très accueillante et notre ami Emmanuel nous a fait découvrir la petite école dont il s'occupe et qui accueille des enfants, parmi lesquels des orphelins et des enfants soldats dont les parents ne peuvent payer la scolarité, mais qui en échange offrent des services divers, comme des coups de main dont l'école a besoin, ou encore par des régimes de bananes permettant aux enfants de bénéficier de temps en temps d'une nourriture plus variée. Cette rencontre fut très émouvante. Cette découverte de M. Bobéro nous permet de nous pencher sur ce qu'est l'économie dans ces régions. C'est avant tout un souci permanent de s'adapter, parfois avec résignation et fatalisme, à de telles conditions d'existence. Notre passage sur un lieu de marché nous montre à quel point chacun doit faire preuve de créativité pour vivre. La vente du poisson ou la présence d'une machine à coudre sur un même lieu traduisent bien cette façon d'essayer de s'adapter au mieux. Assez souvent, sans la garantie d'une protection sociale, cette population vit sous ce que nous appelons chez nous le règne de l'informel. Nous avons aussi croisé une population très active dans son travail. Avec les moyens dont elle dispose, la débrouillardise est vraiment indispensable et nous en avons eu la preuve en voyant une véritable chaîne humaine se développer pour amener dans un immeuble en construction le béton nécessaire à une chape. Là, c'est un cireur de chaussures, à même le trottoir, et un peu plus loin, le transport de mobilier sur la tête. Au centre d'accueil d'Amani, où nous étions hébergés, une extension des bâtiments est en construction et, à nouveau, une chaîne humaine était nécessaire afin d'apporter le sable sur le lieu des travaux. Cette fois, les femmes étaient mises à contribution et nous vous laissons découvrir leur travail vraiment pénible, les sacs transportés étant vraiment très lourds.
Un des buts de notre voyage de partenariat était aussi d'aller à la découverte des mutuelles de santé, partenaires de la Mutualité chrétienne depuis 1996 et animées de façon énergique par Maria Masson. Dès le lendemain de notre arrivée au Congo, nous avons été reçus au BDOM, Bureau diocésain des œuvres médicales, par des membres du personnel et par l'équipe d'animation des Huawei, Jeannette et Claude, qui seront nos guides durant notre séjour. Maria Masson, la fondatrice de ce BDOM en 1982, nous a alors défini quelques aspects du rôle de cet organisme afin de mieux comprendre cette structure un peu complexe. Le BDOM est maintenant un partenaire incontournable du ministère de la Santé dans la province du Sud Kivu. L'État congolais a d'ailleurs signé avec lui des conventions de cession en gestion d'abord pour 3 hôpitaux et actuellement pour 14 hôpitaux et plus de 165 centres de santé répartis sur l'ensemble du territoire pour être au plus près de la population. Elle nous explique de façon détaillée en quoi une politique de santé et une affiliation aux mutuelles de santé du Sud Kivu ont un impact important sur l'accès de la santé pour tous. D'ailleurs, certains membres d'Eneo chez nous versent une petite cotisation afin de permettre l'adhésion des aînés du Sud Kivu à ces mutuelles de santé. L'ASBL Huawei, fondée en 2007, a pris en charge la vie des personnes âgées. Elle fédère plusieurs organisations et est reconnue officiellement par le gouvernement du Congo depuis 2011. Les animateurs Huawei sont partis de quelques constats révélateurs. Les vieux vivant déjà dans des conditions de vie précaires sont de plus en plus livrés à eux-mêmes, car, vu la situation difficile où vivent les familles, la solidarité familiale n'est plus aussi évidente qu'auparavant. De ce fait, ces aînés, faute de moyens, n'ont pas accès aux soins de santé de base, à une alimentation saine, à un logement décent. Les objectifs de cette association sont donc bien de permettre à ces personnes l'accès à un petit revenu par la fabrication et la vente de quelques pièces d'artisanat, la réhabilitation des habitations, si possible avec l'aide des familles, l'accès à la santé via des soins à domicile, si besoin est, et faciliter l'affiliation aux mutuelles de santé. Aujourd'hui, ces Huawei sont partenaires d'Eneo, le mouvement des aînés de notre mutuelle. Maria Masson, présente sur le terrain depuis une quarantaine d'années, est à la base de la structure des zones de santé, et ce, en collaboration avec l'État congolais qui respecte le travail accompli par cette dame d'exception. Après cette première prise de conscience, nous sommes allés visiter un centre de santé, un dispensaire et plusieurs hôpitaux, dont certains pris en charge par le BDOM. Les centres de santé, comme celui de Founou, que nous avons visité, se situent au plus près des habitants. On y prodigue évidemment des soins de proximité. On y trouve une salle d'accueil, une pharmacie, une salle de consultation et une autre salle réservée à la mise en observation. De plus, par des affiches très parlantes, c'est aussi un lieu d'éducation à la santé qui est une des nombreuses fonctions du BDOM. Le paludisme est encore bien présent et on trouve encore beaucoup de diabétiques car pour couper leur faim, il n'est pas rare de voir les enfants mâchonner un morceau de canne à sucre. De plus, le sida fait encore des ravages. Les guerres et l'insécurité liées à la présence de bandes armées en sont en partie responsables. Le BDOM a également beaucoup investi dans les hôpitaux. Ainsi, l'hôpital de Mouressa, inauguré en 2014, comprend des services de chirurgie, de médecine, de pédiatrie et de maternité. On y trouvera également un service d'urgence, un laboratoire et une pharmacie.
Son corps médical est très complet, incluant, outre médecins et infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues, un kiné, des sages-femmes et un conseiller spirituel. Lors de cette visite, nous avons notamment été surpris par le nombre élevé d'accouchements, en moyenne 150 par mois, mais aussi par la proportion de césariennes qui représente environ 15% de ces accouchements. C'est là que nous avons remis les bonnets et les chaussons tricotés par les membres d'Eneo. Les hôpitaux sont aussi des lieux de vie. Un groupe de Huawei nous y a accueillis par des chants d'intégration et des paroles de bienvenue. Les femmes enceintes qui habitent dans des villages éloignés y arrivent parfois 2 mois avant l'accouchement avec leur famille. Elles sont alors hébergées sur le site où elles organisent leur vie durant ce temps d'attente. La découverte de la pédiatrie fut aussi un moment de grande émotion. Nous y avons vu des parents et des enfants plus nombreux que le nombre de lits disponibles. Dès lors, des enfants se partagent des lits d'adultes à 2 ou à 3. Toujours sur place, des Huawei ont créé un élevage de Kobe. Certains seront distribués aux plus démunis pour qu'ils puissent se nourrir et développer à leur tour un petit élevage. Dès la création du BDOM, une unité de production pharmaceutique s'est développée, produisant gélules, sirops et potions diverses. Aujourd'hui, on trouve une entreprise développant les emballages en plastique pour les contenants, réduisant de cette manière la casse et permettant une stérilisation de meilleure qualité. Autour des hôpitaux visités, nous avons pu découvrir le projet des jardins des Haïdés en partenariat avec la commune de Flobec. Les plantations servent à la transformation des plantes médicinales et au développement d'une pharmacologie. Autre visite, le centre Erigwetu pour handicapés dont un certain nombre sont des victimes des conflits armés. Ce centre a été fondé en 1979 par Sœur Teresa, de nationalité espagnole. Il emploie une 50aine de personnes. Ce centre, ne bénéficiant d'aucune aide de l'État, est financé uniquement par les familles et bénéficiaires des soins, les riches payant pour les pauvres, et par quelques aides d'ONG. Le handicap est encore mal perçu, tant au niveau de l'État que de la famille. Ce centre est notamment spécialisé dans la fabrication des prothèses, surtout pour les membres inférieurs, car nombre d'amputations sont dues au conflit ou à des malformations. On y trouve également une salle pour petites opérations, particulièrement des pieds beaux, et une salle de kinésithérapie. À cela s'ajoute aussi un atelier de confection de petits objets de décoration, jouets, bijoux, et ce pour permettre aux handicapés de percevoir un petit revenu. Enfin, ce centre dispose aussi d'une école primaire pour enfants sourds et muets que nous n'avons malheureusement pu visiter. Durant notre séjour, il nous a été également possible de rencontrer un ministre provincial qui, comme vous le constatez, a été pleinement convaincu de notre slogan « Protection sociale pour tous ». Lors de notre voyage, nous avons été à la fois fortement ébranlés en prenant conscience de l'immense précarité de cette population et admiratifs face à toutes ces personnes engagées et motivées malgré leurs faibles moyens. Et comme le disait Maria Masson, on fait avec ce qu'on a et on continue, sinon on n'avance pas. En moi-même, j'ai une profonde joie de la visite que nous attendions depuis l'année passée. C'était promis parce qu'il y avait encore une délégation qui était de passage ici. Et nous croyions qu'il ne viendrait plus. Mais c'est une surprise que nous sommes très contents, nous sommes ravis de joie.
nous, c'est rythmé. Ça fait pas été malade, ça fait trop J'aime bien le cadre.